Bonjour à toutes et heureuse de vous retrouver pour ce sommet des héroïnes du Nouveau Monde. Conversation avec des femmes singulières et semblables qui inspirent et éclairent le monde. Je suis ravie de vous retrouver et de vous permettre de découvrir des femmes qui, par leurs actions, par leurs idées, par leurs projets et leur niveau de conscience, font bouger ce monde. Elles prennent la parole pour nous guider sur la voie de nous-mêmes, notre relation aux autres et à la nature. Elles parlent entrepreneuriat, empowerment, leadership, créativité, médecine, énergie, intuition, alignement, amour, pour guérir des peurs du passé et nous mettre en marche vers un nouveau paradigme où tout sera plus aligné, respectueux du vivant. Je m'appelle Nathalie Renard et je suis exploratrice dans l'âme, certains disent un peu alchimiste. Pour vous parler de respect de soi, de ses valeurs et de sa vie, je vais vous présenter Isabelle Fouchécourt. Elle est ma complice depuis quelques années. Nous avons cofondé Next Creativity ensemble, une agence particulièrement dédiée à la créativité des personnes pour les mettre en chemin et de la coélaboration en entreprise et dans leur vie au quotidien. Elle est également fondatrice de Yes Painting, une approche de la peinture et on y reviendra avec elle. Elle est auteure et conférencière. Elle a décidé aujourd'hui de nous parler de ce qui la passionne depuis toujours, le processus de créativité. Elle a intitulé sa conférence aujourd'hui « Héroïne, créer la vie qui nous ressemble, c'est possible ». Mais avant de rentrer dans le sujet, je vous propose de vous la présenter un peu plus. Créer, fabriquer, inventer pour les autres ou avec les autres, voilà ce qui la passionne depuis l'enfance. Cela continue avec les élèves du primaire lorsqu'elle est leur prof de dessin pendant 5 ans. Puis se développe encore dans la presse, 20 ans durant, quand une autre de ses vocations précoces peut s'exprimer, explorer, découvrir, puis revenir raconter et expliquer, de préférence visuellement. Et jusqu'en 99, eh bien tu te décides toi-même de te mettre dans un chemin créatif et de le mettre au centre de ton activité, expérimenter, questionner, puis accompagner et partager. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que la créativité est ton amie au quotidien. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie, c'est agréable, tu parles très bien de moi et de mon chemin. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à raconter, si ce n'est que quand même je voudrais raconter une anecdote. J'étais assez surprise quand tu m'as demandé d'être une héroïne parce qu'effectivement, a priori, je ne me voyais pas comme ça. Et après tout, je me vois plutôt tout à fait depuis l'enfance comme une exploratrice. Et après tout, si explorer, c'est aussi oser aller vers l'inconnu, oser prendre les risques. Moi, le risque que j'ai pris, c'est d'aller, et ça a été un risque la première fois, d'aller aux États-Unis toute seule pour explorer ce que je pouvais y trouver. Du coup, oui, j'y ai découvert ce que je n'attendais pas, comme toujours quand on explore, c'est-à-dire de grands soutiens et de grands chemins pour aller plus loin dans la créativité. Et c'est là aussi que je me suis aperçue que la créativité, ça n'était pas des outils pour produire des idées. La créativité, ce sont des attitudes, c'est une façon de vivre au quotidien pour pouvoir, j'allais dire, comme le titre de la conférence le dit, créer la vie qui nous va. Être en C'est chemin. être en chemin, voilà. Être en chemin, mais le chemin, j'allais dire, de soi vers soi. Parce que c'est uniquement en créant la vie qui nous va que nous pourrons aussi apporter aux autres. Parce que nous apporterons à ce moment-là notre richesse et non pas des tas de schémas ou de croyances qu'on peut avoir dans ces valises, ce qui n'a aucun intérêt, mais c'est comment je prends le risque
d'aller explorer et le risque d'être moi, en fait. Et ça, avec la créativité, parce que c'est tout simplement créons la vie qui nous va. Et oui, et explorer, c'est s'explorer. Explorer ses propres richesses, explorer ses propres dons, explorer ses propres limites, ses propres désirs. Et là-dessus, le processus que tu as exploré, il est vraiment là-dedans. C'est vraiment Oui. Alors, j'ai d'abord, donc, ce qui a été très important pour moi en découvrant aux États-Unis, c'était l'approche de Julia Cameron et Mark Bryan, parce que tout à coup, ça mettait la créativité vraiment, comment j'écoute mes besoins, mes désirs, comment également je nourris mon imaginaire et comment je me donne des permissions pour aller vers là. Et puis par après, ça a été la découverte de la peinture intuitive avec Michel Cassou. Et là, ça a été vraiment, je ne vais pas dire une révélation, mais pas loin, en fait, d'une certaine façon. Et ça fait plus de 20 ans que je pratique et que cette approche me fait grandir. Donc, comment grandir, en fait? Quand en fait, on ne grandit pas quand on est limité. Et ce sont les limites que nous recevons de notre éducation, contexte social, familial, et cetera, qui nous enferment quelque part. Or là, l'idée, c'est comment je me délimite, au sens des plus loin limite, c'est-à-dire que j'enlève les limites. Et c'est très étrange comme le fait de peindre, heu, pas du tout pour le produit, parce que dans la peinture que je pratique et que j'enseigne, on ne montre pas ces peintures. Parce que c'est un laboratoire entre soi et soi. En fait, c'est un laboratoire, comment je dépasse les limites que je me mets. Et c'est très étonnant de voir à quel point ça résonne avec la vie au quotidien tout le temps. Donc c'est vraiment ça que moi que je trouve, parce que 20 ans plus tard, je trouve ça toujours aussi passionnant de continuer à découvrir les limites, parce qu'on ne peut dépasser une limite que si on l'a vue, quoi, que si on est allé au-delà. Donc je dois dire qu'entre la peinture intuitive et les pages du matin, j'explore. Et puis, j'allais dire, et par mon autre, je dirais, vocation ou en tous les cas désir, c'est de partager. Quand j'étais déjà toute gamine, je disais: «Moi, plus tard, je serai explorateur et je reviendrai et je raconterai». Donc en fait, c'est ce que je fais. J'explore et puis après j'ai envie de raconter et de partager, d'emmener d'autres personnes, celles à qui ce chemin convient, bien sûr, c'est pas il faut voilà, mais si ce chemin convient, c'est-à-dire un chemin très sensoriel qui passe par la couleur, le toucher, le pinceau, et cetera, à ce moment-là, voilà, c'est un chemin pour grandir. Oui, alors on voit bien que dans ce chemin, tu allies le corps, le sensoriel, la main, la couleur, les odeurs, hein, parce que la peinture, ça a une odeur aussi. Le fait aussi d'être debout pour peindre, c'est quand même une posture, hein. On est présent à soi et ensuite s'écouter, se laisser traverser. Enfin, là, tu vas continuer parce que sinon je vais tout dévoiler. Mais oui, explique-nous un peu plus comment on arrive à justement s'écouter en peignant. Alors, c'était amusant parce que la dernière matinée que j'ai animée, ma première question à celles qui participaient, ça a été, heu: «Est-ce que vous ne rêveriez pas d'avoir quelqu'un qui vous accepte exactement comme vous êtes? Mais exactement tel que vous êtes?» Et à partir de là, nous avons dit, bah, évidemment, la réponse en général, c'était plutôt oui, hein. Je dis: «Mais ça, c'est la première personne qui doit accepter qui vous êtes, c'est vous-même». Et quand je peins, je m'aperçois que tout à coup, il y a quelque chose qui vient spontanément, une couleur, une forme, un objet et «Oh non, c'est pas beau, oh non, ça se fait pas, oh non, les couleurs vont pas ensemble» et cetera. Donc tout à coup, je suis rattrapée par les limites que je me pose, par mes croyances, par mes a priori, par mon entre guillemets «sens du beau» et tout d'un coup, je me dis: «Mais est-ce que je peux accepter ce qui vient de moi?» Puisque ça vient du même endroit que les rêves que vous faites, bah, vous n'avez pas de choix, hein, ou vous les acceptez ou vous les oubliez, hein. Mais et là, c'est pareil, ces peintures, dans la peinture intuitive, elles viennent du même endroit, mais là, il y a la démarche
d'accepter, voilà, que nous sommes plus grands, plus larges, plus complexes et voilà et que c'est comme ça que aussi on s'accepte à travers la peinture. On accepte, qui on est, on accepte de ne pas savoir, on accepte d'oser, on accepte plein de choses, en fait. Oui, on accepte, je dirais que ça, c'est. C'est-à-dire qu'en général, nous pensons toujours qu'il faut contrôler, vérifier, peser le pour, le contre, et cetera. Alors que notre intuition, qui est vraiment l'expression, j'allais dire, de l'ensemble de toutes nos dimensions, je veux dire, elle nous propose des choses qui sont exactement ce dont nous avons besoin à un moment donné. Et c'est ça que nous apprenons aussi avec la peinture, c'est de faire confiance au fait que ce que nous allons peindre, même si c'est un trait, une ligne, c'est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Alors, c'est pas de l'art-thérapie, hein, je tiens à le préciser, et effectivement, il n'y a pas de lien non plus entre ce que je peins et ce que je ressens. C'est aussi un des grands mystères, je veux dire, de cette approche. Et je peux peindre, je me souviens de ma première expérience, donc j'étais à ce moment-là, j'étais à mon deuxième ou troisième stage et je commence à peindre des lignes de couleurs les unes à côté des autres et tout à coup, ça se met à pleurer, je veux dire, je voilà, ça coule. Donc j'appelle Michel et je lui demande: «Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «C'est rien, ce sont des vieilles tristesses que tu déstockes». Donc c'est ce déstockage aussi qui du coup recrée un espace intérieur pour être plus créatif. Parce que pour créer, il faut vraiment dégager de l'espace à l'intérieur de soi et puis se donner des permissions et découvrir de quelles permissions on a besoin. Mais là, tu es pas aussi en train de parler d'amour? Ah oui, mais ça, c'était une de mes grandes découvertes, je dois dire, un des grands chemins que j'ai fait à partir de voilà, de tout ce que je pratique. C'est qu'en fait, ce que je dis et ce que je me dis à moi-même, c'est on aime comme on peint et que cette peinture est une véritable histoire, un apprentissage de l'amour. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la peinture et que je prends la peinture pour un produit, c'est-à-dire je voudrais que ma peinture soit belle, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit symétrique, couleur, etc. J'essaye de contrôler. Si je laisse venir et que je me laisse surprendre, c'est exactement comme dans les relations avec les gens qu'on aime. Est-ce que je veux qu'ils correspondent à ce que j'attends d'eux, soit mon compagnon, mes enfants, mes copains, etc. Ou bien est-ce que j'accepte de me laisser surprendre par ce qu'ils deviennent? Parce que de même que moi je suis en mouvement, les autres aussi sont en mouvement. Et eux aussi ont des choses qui se découvrent et qui apparaissent. Donc comment j'arrête de faire de l'autre un produit ou de ma relation un produit? C'est-à-dire comment j'arrête de faire qu'une vraie relation amoureuse, il devrait se passer ça, ça et ça. Non, on ne sait pas, on co-crée. Donc c'est aussi cette notion de co-création. Donc oui, j'aime comme je peins et je peins comme j'aime. À commencer par moi-même, hein, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, hein, ça commence par s'aimer soi-même, mais Et après, découvrir comment on a des limites par rapport à nous-mêmes, tout simplement. voilà. Et en même temps, comment nous avons aussi la liberté de les franchir, de les dépasser. C'est-à-dire la liberté de se donner des permissions, de faire autre chose, voilà, quelque chose de différent, parce que c'est ça vraiment qui, voilà. Je pense que notre espace est relativement infini. Il suffira pas d'une vie pour l'explorer. Mais en tous les cas, on n'arrive pas à un moment, alors ça y est, on est là, tout est là, j'ai tout noté, ma fiche produit est remplie, et cetera. Donc j'ai Mais posé les bases, voilà. Non, c'est vraiment j'ai cet espace et alors, il y a moi ce que j'avais remarqué, c'est que cette approche-là, alors quelquefois les gens pensent qu'ils doivent être heureux, que ça va rendre heureux, que et cetera. Ah bah, moi je vais vous dire, c'est pas fait pour vous rendre heureux. C'est fait pour rendre beaucoup plus vivant. Et quand je dis vivant, c'est pratiquement, mais organiquement. Et j'ai découvert ce mot parce que je disais, oui, ça apporte de la joie. Mais je me disais quand même, la joie, c'est un peu un mot un peu fourre-tout. Et puis tout le monde croit que c'est youpi, youplaboum. Et en fait, grâce à un écrivain qui s'appelle Daniel Audier, j'ai trouvé l'adjectif qui allait avec,
c'est une joie organique. C'est-à-dire que quand je pêche là, je sens mes organes hein, qui s'expansent comme ça. Je ne sais pas quel est le mot exact mais Expansion. expansion, quoi, mais intérieure et très organique, quoi. Et ça rend vivant. Et même dans les moments difficiles ou dans les moments de tristesse ou dans les moments de, c'est être vivant, c'est quand même beaucoup plus facile d'accueillir, de le traverser, de créer ce qui va nous aider à traverser une épreuve, en fait. Oui, et puis, quand on est vivant sur son chemin, quand on vit l'expérience qui nous est possible de vivre ou qui nous est apportée à vivre, quelle qu'elle soit, eh bien, voilà, c'est une vraie manifestation de ce qu'on peut, traverser, de ce qu'on va faire. Parfois, c'est difficile, c'est vrai, il n'y a pas que des manifestations de joie, il y a aussi des manifestations de tristesse, comme tu disais. C'est l'expérience, Oui, et c'est la vie surtout. c'est la C'est-à-dire vie. que c'est la vie. La vie, elle n'est pas faite que d'être, voilà, nous traversons à la fois des p et on profite mieux aussi des bonnes périodes, j'allais dire, parce qu'on les intègre, mais jusqu'aux doigts de pied. Donc on a tout le corps qui est en joie, je veux dire, en ébullition et voilà. Donc je trouve que c'est et qu'après tout, nous sommes un corps, donc autant en profiter, quoi, hein. Ben oui, on s'est incarné, autant en profiter. Et ne pas juste avoir une tête qui est le chauffeur comme un chauffeur de taxi que serait le corps, quoi, je veux dire. Donc c'est voilà, donc c'est On est bien plus que ça, voilà. voilà. Mais quand, je disais tout à l'heure, voilà, je parlais d'amour, tu parles de joie, tu parles, moi je parle aussi de feu intérieur. C'est vrai que, et de vivant, bah, c'est ça, cette démarche, cette proposition, ce processus de la peinture intuitive, il permet ça, il permet de vivre ça. Ouais, Euh, Tu ne deviendras pas forcément peintre, c'est pas le sujet. Tu feras pas forcément une œuvre d'art et c'est pas le sujet. Et peut-être, mais tu te donnes l'autorisation d'expérimenter en mouvement et comme une sorte de, une c'est ce que sorte je de disais, danse. de présence en mouvement. Oui, c'est une danse en fait aussi. C'est une danse. C'est une méditation active, hein, il faut bien le dire aussi. Mm, mm. Et c'est puisque tu soulevais la question de l'œuvre d'art, ce qui est intéressant, j'ai assisté Michel Cassou plusieurs fois dans ses stages à New York. Et en général, il y avait un tiers d'artistes qui venaient dans ces stages. Et quand ils venaient, ce qu'ils peignaient n'avait strictement rien à voir avec leur œuvre. Mais ils avaient besoin de se recontacter parce qu'ils étaient à sec. Parce que quelquefois, le piège de l'artiste, c'est de temps en temps de pouvoir se retrouver trop sur le produit au sens, voilà, et entre se prendre pour un produit ou prendre, voilà. Tandis que là, ces artistes venaient pour retrouver la source, en fait, pour se retrouver cette capacité à bouger, à évoluer, à inventer. Donc, On parle parfois d'intuition. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de cette intuition? moi, je dis que l'intuition, c'est vraiment la manifestation de toutes nos dimensions. C'est-à-dire que c'est la façon dont ça va nous parler. Alors, sa caractéristique, il y a 2 caractéristiques, au moins. La spontanéité, c'est-à-dire que ça arrive tout seul, d'on ne sait pas où, comme ça, voilà, c'est et la seconde, c'est que ça a une manifestation physique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le corps qui se met à bouger et ça, on l'expérimente aussi en peinture. Quand tout d'un coup, quelqu'un est bloqué et puis qu'après un travail d'exploration, la limite va être trouvée et le dépassement va se faire, c'est physique. Ou bien quand il va falloir lâcher quelque chose auquel on est attaché, pareil, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Donc pour moi, l'intuition, c'est très, très incarné, quoi. Mm. Et très incarné, très spontané et vraiment la manifestation de l'ensemble de nous. Mais ça suppose une chose, c'est d'avoir beaucoup nettoyé ses a priori, ses croyances, ses idées toutes faites, parce que très souvent, elles peuvent arriver et nous faire croire à l'intuition.
Je veux dire, il y a toujours une marge qui est délicate, comme ça, à trouver. Entre ce qu'on appelle intuition et les histoires qu'on se raconte. Oui, ou bien des idées, quelquefois, si je vais rencontrer quelqu'un et je vais avoir un ressenti, mais est-ce que c'est une intuition ou ça m'arrange quelque part pour une raison X, Y, de croire que ça ou ça, quoi? Ou parce que j'ai des a priori culturels ou parce que j'ai des intérêts personnels qui vont faire que, voilà, que du coup, je vais plaquer quelque chose que je vais prendre pour une intuition. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu de nettoyage dans son tuyau de communication pour pas être trop perturbé, quoi. Et toi, comment tu fais pour dans la pratique, au quotidien, faire ce nettoyage, faire cette, justement, cette introspection, je ne sais pas si tu l'appelles comme ça? Les pages du matin et la peinture. C'est vraiment le parce que je trouve que c'est la même chose. C'est pour moi, en général, de toute façon, les personnes qui viennent peindre, je les encourage à faire les pages du matin. Parce que c'est un acte physique, parce que c'est aussi de même que j'encourage à ne pas lever le pinceau, si je puis dire, c'est-à-dire de vraiment toujours peindre sans regarder sa peinture. De même là, c'est écrire sans regarder ce qu'on écrit, quoi. Enfin, se regarder dans le sens, je ne vais pas le relire, j'ai pas besoin, donc c'est quelque chose de très spontané. C'est un entraînement parce que voilà, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis très intéressée par les neurosciences aussi. Et en fait, comment il fonctionne notre cerveau? Notre cerveau, il fonctionne pas en grand 1, grand 2, grand 3, petit a, petit b, petit c. Lui, il fonctionne coq à l'âne, comme sous la douche, toc, 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 je passe d'un endroit à un autre. Quand je me retrouve dans les pages du matin ou dans la peinture, à nouveau, je me mets dans cet état-là, ou j'essaye de me mettre dans cet état-là, c'est-à-dire d'autoriser le flux tel qu'il vient. Voilà. Que personne ne va commenter jamais, parce qu'il y a, bon, évidemment, personne ne relit les pages du matin, personne ne commente les peintures. Donc, je peux faire ce que je veux, je veux dire, j'ai complètement cette liberté, et en même temps cette liberté de me surprendre à écrire ça ou à peindre ça. Et quelquefois où c'est gênant, et quelquefois au contraire c'est waouh, c'est jubilatoire. Donc voilà, et ça c'est ma pratique et toujours en train de découvrir. Ah là là, moi je croyais que j'étais arrivée au bout, là j'ai encore une couche de papier peint à décoller, quoi. Je veux dire, mais on développe beaucoup d'humour vis-à-vis par rapport à soi-même. Et pourtant, le langage, les mots, c'est vachement cérébral. Alors comment faire pour, avoir un je veux dire une technique qui est très cérébrale, calée sur plutôt le cerveau dit gauche, enfin quand on fait un raccourci et justement s'explorer, se surprendre, presque méditer de façon active, c'est-à-dire se laisser, aller dans le grand tout, enfin et voilà, comment moi ça m'impressionne, comment voilà, est-ce que tu as des explications? Tu parles des pages du matin ou de la peinture? D'abord des pages du matin parce que là, c'est les mots. La peinture, c'est pour moi plus facile parce que c'est pas des mots. D'accord. Alors, bah, il ne faut pas croire que les mots, c'est cérébral. Les mots, ce ne sont qu'un outil. Donc, une fois de plus, qu'est-ce que tu en fais? Si tu veux, c'est pas est-ce que tu t'en sers pour analyser, faire un plan, une synthèse, ou bien est-ce que tu t'en sers pour juste traduire et mettre, parce que dans notre cerveau, ça fonctionne aussi avec des mots, hein, je veux dire, c'est des mots qui viennent, et juste les autoriser. Alors, j'ai découvert quelque chose de très intéressant, c'est que quelquefois, j'écris des choses, alors je ne suis pas la seule, je pense, hein, c'est comme les correcteurs automatiques de SMS. C'est-à-dire que je m'apprête à écrire un mot et je le corrige pour un, entre guillemets, plus beau, quoi. Alors, au lieu d'écrire celui qui venait tout seul. Et on a un correcteur automatique à l'intérieur de soi qui essaye de rendre les choses plus, j'allais dire, convenables, jolies, Lisible. lisibles, etc. Donc, comment je fais pour, en fait, débrancher le correcteur automatique? Mais les mots sont des mots, quoi. Je veux dire, les mots sont aussi des jeux. Les poètes, et ça, c'est pas cérébral ce qu'ils font, et ils se servent de mots. Oui, c'est aussi des sons dans la tête, c'est pas que, des lettres. Mmh Voilà, mh. tout à fait. C'est pas que du code.
alors, heu, tu dis qu'il y a longtemps que tu as été, que tu es tombée dans la marmite, si je puis dire, hein, de la créativité. Pour autant, tu l'avais pas exploré de cette manière-là, mais comment tu fais le lien, de cette créativité d'enfant? C'est quoi le fil rouge de tout ça? Dans mon histoire, Oui. je pense que, j'ai eu la chance de pouvoir très tôt, exprimer des tas de choses assez facilement, de fabriquer des choses, en fait. Très tôt parce qu'on vivait à la campagne, parce que du coup, on était toujours expédiés dehors et qu'il fallait fabriquer des choses. Puis à mon époque, il n'y avait pas ni la télé, les machins, les trucs comme ça, donc on fabriquait, on imaginait, on mimait, et cetera. Et puis il y a eu très vite parallèlement à ça, mais j'étais pas consciente du côté créatif parce que d'abord c'était un mot que je connaissais pas, mais j'étais entourée de créatifs, en fait. Mmh. Et en revanche, l'explorateur, ça, aller loin, partir loin, et je me souviens qu'un de mes premiers chocs, mais je suis sûre que ça joue, heu, mon père est parti pour 6 mois aux États-Unis et il a pris plein de photos et de films. À l'époque, en France, il y avait, je suis désolée, hein, ça me date un peu, mais de toute façon, il y avait surtout que des voitures noires. Et il revient avec, vous savez, toutes ces voitures, rose crème, bleu ciel, enfin et cetera, avec toutes ces photos. Ça a été, mais comme si on ouvrait un pays imaginaire, quoi. De voir toutes ces couleurs, que toutes ces couleurs pouvaient exister et qu'il y avait des voitures, cet objet si sérieux, qui était comme dans des couleurs délirantes, comme dans les années 50. Enfin, je veux dire, ce qu'on sait entre les années 50 et 60. Donc je pense que tout ça, ça a tenu le fil. Et puis, j'ai après le bac, j'ai essayé d'être très sérieuse. Alors j'ai fait, je suis allée à la fac, hein, allemand, et puis médecine et puis non, ça a été les arts appliqués. Et que moi, je croyais que j'étais devenue quelqu'un de paresseux, incapable de travailler, mais quand je suis arrivée aux arts appliqués, je travaillais de 5 heures du matin à 10 heures du soir, hein, parce que j'étais tombée dans là où je voulais, enfin, là où j'étais bien. Puis après, ça s'est déroulé, à travers différents métiers. Alors Disney était là avant l'heure parce que ces voitures américaines, les belles américaines comme on les appelait, toutes colorées, c'est un peu ce qu'on retrace dans les dessins animés aussi, hein. Voilà, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Donc animer ta vie comme, un film en quadricolore. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est un exercice, tiens, qui est assez intéressant, que je propose aux personnes avec qui font un parcours de créa avec moi, c'est de se demander, se levant le matin: «Et si? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui un peu différemment de d'habitude? Et si, au lieu de regarder les infos sur Antenne 2, je regardais sur TF1? Et si, au lieu de passer par ici, je passais par là? Et si je changeais de boulangerie? Et si, et si, et si?» Pour mettre cette espèce d'habitude de sortir des routines, cette habitude de s'offrir des pas de côté. Avec certains, des conséquences, parce que quelquefois, vous savez, vous changez comme ça, puis et puis, bop, 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 un tout petit peu et en fait, après vous êtes, beaucoup plus loin, quoi. Et si? Et voir, voilà, ça peut être des très petites choses, mais j'ai plusieurs, témoignages en tête de choses que ça a fait bouger, de gens que ça a fait bouger, quoi, de faire ça. Oui, et même si on est, et si on travaille dans une banque, par exemple. Ah pareil, pareil. Je me souviens d'expériences que nous avions eues en commun, sur des ateliers de créativité pour, un institut bancaire et effectivement les «et si» pouvaient aller, très, très loin. Hem Et si c'était pas un gros mot d'être une héroïne, ça serait quoi pour toi être une héroïne? Ah là là, tu ne m'avais pas préparé ce piège-là. Ça vient comme ça vient, c'est spontané. Je sais pas, une héroïne, c'est quelqu'un, qui prend des risques et qui prend le risque de la solitude, entre autres. C'est-à-dire d'être seul dans son chemin, même quelles que soient les embûches ou les soutiens. Heureusement, il n'y a pas que des embûches, mais et qui a de la détermination. Voilà, je pense que ça serait ça et si possi et aussi par rapport à d'autres aussi, je veux dire, on peut être un héros, ça me semble difficile d'être un héros
sans que ça soit en relation avec d'autres, quel que soit le type d'impact sur les autres. Mais je veux dire, je suis pas sûre qu'on puisse être un héros tout seul dans sa chambre, mais sauf si c'est pour produire quelque chose, s'il en sort quelque chose pour les autres, quoi. Mais Parce que voilà. tu l'offriras après au monde. Et je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Quand tu étais plus jeune, bah, il n'y avait pas la télé, tu habitais à la campagne et tu passais ta vie dehors. Et ça m'intéresse par rapport au sujet, qui est que qu'est-ce que tu vas chercher dehors ou qu'est-ce que tu as ramené de ces expériences que tu avais à l'extérieur? Heu, L'histoire de fabriquer des choses avec des éléments naturels. De fabriquer des choses avec des feuilles, avec des branches, de voilà, c'était beaucoup ça. C'était aussi le fait qu'il y avait un potager, c'était le fait de faire des cueillettes et après d'être dans la transformation, c'est-à-dire je cueille des framboises et je fais de la confiture de framboises. En plus, comme j'allais toujours piquer les framboises, qui étaient grandes framboises, du potager, pour me changer de direction, ma mère m'a donné un autre framboisier plus petit, mais pour pas que j'aille piller celui du potager. C'était aussi de grimper aux arbres, donc c'était aussi quelque chose de très physique, c'est-à-dire en rapport vraiment, oui, c'est ça, avec la nature, avec le contact, quoi. Parce qu'un arbre, c'est, bah, quand tu es dedans et de m'installer dans un arbre pour lire, c'était vraiment, pour moi, voilà, un grand mais je ne me rendais pas compte, hein, bien sûr, parce que j'y étais, mais c'est ce que j'en garde, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, tu t'installes toujours dans des arbres pour lire ou est-ce que c'est plus, d'actualité? Ou tu as trouvé une Écoute, autre façon de le faire? là, pour le moment, j'ai pas encore trouvé l'arbre, qui me supportera mon poids, mais je le cherche encore. Mais il est sûrement pas loin vu que maintenant je me suis remise à la campagne, donc Mais se sentir vivante, c'est, évidemment en soi, on l'a vu tout à l'heure. Comment ça se joue aussi vis-à-vis de l'autre, se sentir vivant? Est-ce que tu peux nous partager, l'expérience d'accompagnement, par exemple en groupe, qui fait qu'on peut se sentir, être vivant et tout en co-élaborant avec les autres? un des bénéfices du fait d'être, vraiment vivant profondément, c'est une sacrée sécurité intérieure. Donc c'est la capacité aussi de tranquillement s'affirmer ou se dire, de pas avoir peur de se tromper ou de pas attendre de l'autre qu'il me rende vivant. Je veux dire, de pas attendre de la relation à l'autre une excitation qui me donnerait l'impression d'être vivant. Du coup, quand j'anime un groupe ou quand je fais aussi du one to one avec des personnes, ce côté d'être vivant, c'est ça aussi qui permet que très spontanément ou naturellement, la plupart du temps, parce que je suis pas voilà, heu, je suis guidée par mon intuition. Enfin, je veux dire, je m'en rends même pas compte, hein. Je veux dire, je dis pas: «Tiens, mon intuition me dit ça», je vais spontanément vers quelqu'un ou bien quelqu'un m'appelle et ça et ce qui me vient comme, question ou comme, et cetera, ça vient c'est comme si ça me passait à travers, quoi. J'ai vraiment le sentiment c'est pour ça, je peux même pas en être fière. C'est parce que j'ai l'impression que ça vient de je sais pas où et ça monte et voilà. Je suis juste le canal, quoi. Le canal de quelque chose voilà, qui s'est passé entre la personne et moi. Voilà et ça, je pense que pour être vivant, il faut s'être donc débarrassé quand même déjà d'un certain nombre de scories. Donc ça crée de l'espace pour que ça passe, que l'intuition se manifeste. Voilà, comment je peux le Mais par rapport, quand on co-construit, dans un groupe ou quand on est dans une communauté, là aujourd'hui on voit bien, avec tout ce qui se passe que, on a créé d'autres manières de co-construire, ne serait-ce que ce sommet est une co-construction avec, chacune d'entre vous. Mais, ça appelle quand même des règles pour pouvoir, arriver à établir cette confiance quand,
ceux avec qui on interagit ne sont pas au même niveau que toi, c'est-à-dire 20 ans d'expérience sur toi-même pour pouvoir voilà, aller chasser certaines parties de toi et des croyances qui sont tenaces. Oui, alors avant que tu spécifies ça, j'allais dire, mais Nathalie, tu vois bien comment nous co-créons toutes les deux. On joue, on joue Oui, ensemble. mais on a Bon, un peu d'entraînement toutes les deux aussi. et alors, quand il y a un groupe, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que ce qui s'appelle dans une entreprise un brainstorming, et qu'on fait venir des personnes ensemble dans un groupe pour co-créer, ce qui va être très important, c'est la préparation du groupe. C'est-à-dire qu'il va falloir aider les personnes à rapidement se faire confiance et rapidement se donner la permission d'exprimer ce qui vient, de ce que j'appelle délirer en fait, d'une certaine façon. Et là, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on ne va pas se mettre tout de suite à produire des idées, on va créer la confiance, on va créer du jeu, on va créer une atmosphère ludique, on va créer une atmosphère où les gens vont se dévoiler un petit peu en voyant que ça n'est pas dangereux. Et puis, on va mettre quelques règles du jeu aussi, comme CQFD, c'est-à-dire toute la production d'idées qui vient derrière, avec aussi le langage créatif. C'est-à-dire, ça n'est pas oui, mais c'est oui et. C'est pas oui, ton idée est bonne, mais ça va coûter cher, mais ils voudront jamais, mais etc. C'est oui, et comme ça va coûter cher, nous pourrions aussi trouver un sponsor qui, je m'engage dans la co-création. Je laisse pas les autres, je vais dire, donner des idées et juste être là pour les planter, quoi. Donc effectivement, il y a tout un travail de préparation du groupe pour pouvoir créer cette atmosphère. Parce qu'une fois que c'est fait, après, ça va vite. Ce qui prend du temps, c'est ça. Et c'est vrai que le jeu, comme tu disais, EU, c'est une histoire de jeu, J-E, qui ont envie aussi d'être ensemble et de cheminer sur un sujet ensemble pour pouvoir élaborer. Il faut qu'ils soient motivés. Et évidemment, l'autre partie du langage créatif, c'est qu'on bannit le on dit on. Nous bannissons le on pour favoriser le je ou le nous. Parce que nous voulons la richesse de chacun des individus et non pas le consensus mou du on. Oui, et puis il y a peut-être autre chose qu'on devrait bien dire haut et fort, qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est le oser. Oser. Oser le premier petit pas. On l'a vu avec d'autres conférencières, la notion de pas à pas. Et dans la créativité aussi, c'est une notion importante. Oui, c'est pour ça que vraiment le cheminement pour moi, c'est. Alors, il y a une chose qui est d'abord de base, c'est que tout le monde a un potentiel créatif. Ça a été prouvé. Voilà. Et on s'en sert ou on ne s'en sert pas. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire pour que j'arrive à avoir des idées, voilà, à produire des idées. Et effectivement, le premier travail, ça va être d'écouter ses besoins et ses désirs et de nourrir son imaginaire et d'avoir une pratique créative. Et ce qui va permettre à ce moment-là d'oser. Donc, comme je dis, je vais oser le pas de côté, je vais oser la conversation différente, je vais oser le et si. Et tout ça, c'est des entraînements. En fait, être créatif, ça se décide, comme de décider de maigrir ou de courir pour être en bonne santé. Hein. Je veux dire, c'est une décision. Le potentiel, tout le monde l'a. Après, le fait de le développer, c'est une décision. Et pour le décider, il y a beaucoup de chemins. Mais, bon. Alors, décider, oui, oser expérimenter, oser tomber, vous relever, ça fait partie de la vie en fait, la créativité, c'est aussi ça. Oui, oui, tout à fait. Et puis, quelquefois, je crois que je vais là et tout d'un coup, je me dis que c'est une erreur, mais c'est une erreur dont j'apprends quelque chose qui me permet d'aller là. Enfin, je veux dire, l'histoire scientifique est pleine de découvertes faites par erreur. Hein.
Sous la douche ou alors en marchant, bon bref. Ou en laissant un truc pourrir dans un coin ou en mettant trop. Voilà, C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, on a fait un grand tour de la créativité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on s'est dit? Bah, Euh, je peux te lire quelque chose? ah ouais, ouais, chouette. Euh, Montre-nous, oui, parce je que chope, je tu es chope. auteur, alors notamment du livre Grandir le pinceau à la main, Voilà, juste le pinceau à la main. juste le pinceau à la main. Et alors, ça allait un peu dans le sens de la conférence. Il y aurait beaucoup d'autres choses qui pourraient être. Mais donc, se découvrir, pourquoi faire? Découvrir qui je suis, à quoi bon? C'est juste courir le risque de m'enfermer dans une définition. En revanche, découvrir ce qui m'empêche d'être qui je suis, c'est une des nombreuses découvertes que je fais le pinceau à la main. Et je voulais vous rajouter aussi, infidèle à moi-même, enfin. Puis-je accepter d'être infidèle à moi-même? Je n'ai pas besoin d'être fidèle à moi-même, quel repos, puisque la fidélité impliquerait que je sois fidèle à ce que je connais déjà. Or, je vais vers l'inconnu de moi, non? La fidélité implique l'existence d'un produit figé et défini. Mmh. Voilà. Merci, merci pour ces dons. C'est Merci à toi aussi de les mettre en lumière. c'est très important pour moi de partager ça, effectivement. D'abord parce qu'on se connaît aussi depuis longtemps et je sais la richesse que tu as et que tu veux porter au monde et que je sais que ça transforme et, euh, et j'en suis passée par là. Donc, je sais ô combien ça m'a transformée aussi. Merci. Alors moi, je voudrais rajouter un mot parce que je pense que je serai la seule à pouvoir le faire. Je travaille depuis des années avec Nathalie et c'est un vrai bonheur et un vrai plaisir. J'adore travailler avec toi et co-créer avec toi. C'est vraiment toujours des parties de... Oui, c'est ça. C'est comme les parties de peloton quand on est petit, quoi. C'est du jeu. Et dès notre première rencontre, ça a marché. Mm. Et après, on a quand même aussi coécrit un livre et des cahiers d'activités ensemble. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on joue. Et je rajouterais aussi quelque chose par rapport à la peinture, puisque j'ai aussi expérimenté les ateliers de peinture, et que la première fois que je l'ai fait, eh bien, moi qui suis d'une famille de peintres, c'était assez lourd parce que je croyais que je ne savais pas peindre. Et en fait, bah si, je savais mettre de la peinture au bout d'un pinceau et positionner mon pinceau sur un papier, donc je savais peindre. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Si vous voulez retrouver Isabelle, elle va vous proposer un cadeau qui est un e-book concernant grandir juste le pinceau à la main. Tu vas en dire deux mots, Isabelle? Non, si ce n'est que c'est un livre qui à la fois est vraiment le fruit de mon expérience, il y a à la fois des choses très pratiques et puis des réflexions comme celles que je viens de vous lire et puis d'autres choses beaucoup plus pratiques. Et voilà, j'avais envie de vous en extraire quelques pages pour vous les offrir. Merci, parce que moi qui l'ai lu, je peux vous dire que c'est étonnant. Il y a effectivement, c'est pas un livre classique, c'est un livre à plusieurs entrées et c'est bien de s'y plonger. En tout cas, moi j'étais ravie de le faire. Et tu vas proposer aussi à celles qui le souhaitent, c'est d'expérimenter une séance en matinée de découverte de l'expérience de peinture selon les places disponibles, puisque tu as un agenda, tu laisseras ouvert quelques places pour celles qui ont vraiment envie voilà, de découvrir. Et merci parce que c'est un très très beau cadeau que vous pouvez vous faire. Je serais très heureuse. De toute façon, j'aime bien partager mes passions, donc je serais très heureuse de vous accueillir si vous avez envie de goûter ça une matinée, un mardi matin ou un vendredi matin. Voilà. Voilà.
Alors, si vous voulez questionner plus en profondeur cette question, enfin justement, c'est la créativité et que vous voulez poser des questions à Isabelle, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo ou la remercier pour ce qu'elle vous a apporté. Et je vais te laisser le mot de la fin, Isabelle. Oula, je sais pas, juste, ça rend la vie passionnante de se laisser porter. Alors maintenant, j'avais beaucoup de métaphores avec la montagne. Maintenant, j'habite à côté d'une rivière et je trouve que, bon, la vie, c'est comme une rivière, ça coule, c'est jamais pareil, c'est jamais la même eau tous les jours, même en face de moi. Et après, la rivière elle-même, elle a un chemin qui est toujours inattendu et elle continue toujours à former le paysage autour d'elle. Et je trouve que c'est ça la vie. C'est aussi créer ça. Elle crée son lit, la rivière. Et nous créons le nôtre aussi. Voilà. Merci, Isabelle. Merci à toi, Nathalie.